Comme je vous le disais, la campagne de Trump est en difficulté et chaque jour, la campagne Trump essaie de se relancer. Et justement, hier, la campagne Trump, la campagne Trump était à la relance. Et on s'était dit, voilà, la meilleure chose, c'est de faire une conférence de presse particulière sur l'économie. Pourquoi Je vous ai montré des extraits de Nikki Haley, je vous ai montré des extraits de plusieurs élus républicains qui critiquent la campagne, mais aussi de spécialistes politologues américains qui vous expliquent que Trump, au lieu d'attaquer Kamala Harris en permanence, de se moquer de son rire, etc. S'il veut revenir en course, il doit parler aux Américains de ce qu'on appelle les issues, les problèmes, ce qui les touche à leur quotidien. Et donc, il y a deux sujets où Donald Trump peut avoir un avantage et a eu un avantage et continue sur le deuxième sujet à l'avoir, c'est l'économie par rapport à l'inflation. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est la sécurité au niveau de la frontière avec l'immigration illégale. Et donc, hier, enfin, Donald Trump est reparti à l'offensive et donc avait annoncé cette conférence de presse pour parler de cette conférence de presse, ce meeting pour parler de l'économie. Alors avant de rejoindre Donald Trump en Caroline du Nord, quelques mots vu que les tailles de foule l'intéressent, sur le lieu et peu de monde, personne ne sait pourquoi ce lieu a été choisi. Moi, je vais vous donner une explication. Il s'est retrouvé dans une salle en Caroline du Nord, à Asheville. D'ailleurs, dans 2 jours, c'est Stormy Daniels qui sera en tournée dans la même ville pour raconter ses mésaventures avec Donald Trump. Donc c'est amusant que dans la même semaine, dans la même ville, à quelques dizaines de mètres, il y ait Stormy Daniels et Donald Trump. Et donc il s'est retrouvé dans une salle, je ne vais pas me tromper sur le chiffre, qui pouvait accueillir un maximum de 2400 personnes. Donc ça donne le sentiment que la pièce est remplie, forcément, mais dans la réalité, c'est une toute petite salle pour Donald Trump et c'est une toute petite salle en comparaison à ce que fait Kamala Harris et Tim Walz en ce moment, qui parle devant des audiences de 10 à 15 000 personnes, donc 2400 personnes pour Donald Trump. Pourquoi, d'après moi, on va voir une vidéo de l'intérieur de la salle. Vous allez voir, du coup, il y a de l'énergie, forcément, on va regarder ça. Et donc on se rend compte du côté étroit de cette salle-là. Pour moi, il y a deux raisons au choix de cette salle. C'est que les autres salles, il y a trois raisons. La plupart des salles qui existent en Caroline du Nord sont beaucoup plus importantes, peuvent accueillir des dizaines de milliers de personnes. Donc on ne voulait pas une salle où on pourrait montrer que finalement elle était à moitié vide. Ce sont des images qui ont rendu fou la semaine dernière la campagne Trump et Donald Trump lui-même, d'autant plus qu'elles ont été postées sur Truth Social par la campagne de Kamala Harris. Donc ça, c'était un aspect, d'autant plus que demain, Kamala Harris sera en Caroline du Nord, donc ça pourrait faire un comparatif désobligeant pour Trump. La réalité aussi, c'est que depuis 2016 et depuis 2020, sa campagne doit encore de l'argent. Ils n'ont toujours pas payé plusieurs lieux
aux États-Unis, où Donald Trump a eu des meetings, ça n'a toujours pas été payé, donc ils ne peuvent pas y retourner. Donc il faut trouver des nouveaux lieux où Donald Trump n'a pas une ardoise. Et l'avantage de cette salle-là, c'est que c'est celle qui est le plus au nord de l'État. Le plus au nord de l'État, ça veut dire quoi? C'est que ça permet, si vous regardez une carte, ça permet de faire venir des représentants, et on les a vus hier, ils ont été filmés, des personnes qui étaient là depuis New York, par exemple, depuis la Pennsylvanie. Donc ça permettait de faire venir depuis l'Ohio, il y avait des personnes de l'Ohio, il y avait des membres de la campagne de l'Ohio, de New York, de Pennsylvanie qui ont fait le déplacement parce que d'un coup on leur proposait un trajet plus court. Donc, parenthèse en termes de taille, comme le disait Tim Walz hier, qui ça peut bien intéresser, on sait qui ça peut intéresser, et où on mesure aussi les difficultés d'une campagne, c'est sur les événements incontrôlables. On va simplifier ça en disant une campagne, par moment, elle a la chance pour elle, où tout va bien, ou au contraire, elle est malchanceuse et tout va mal. Et hier, Donald Trump devait faire cette présentation sur l'économie et d'expliquer que la politique Biden était catastrophique et que Kamala Harris était catastrophique au pays. Et une heure avant qu'il prenne la parole, il s'est passé deux choses. Un, à la bourse, à Wall Street, le Dow Jones a franchi la barre des 40 000 points. Donc santé économique. Donc le jour où Donald Trump va devoir parler de comment l'économie va mal, l'économie va bien. Et le même jour, les chiffres de l'inflation, alors je ne sais pas qui a organisé ce meeting de Trump, parce que pour le coup, la publication des chiffres de l'inflation, même si on n'en connaissait pas la teneur, on savait qu'ils allaient être publiés hier, on se rend compte que pour la première fois depuis 2021, l'inflation aux États-Unis est passée sous la barre des 3%. Donc voilà, donc c'est un succès économique. On sort de cette période de crise, de période d'inflation, et c'était le jour où Donald Trump a décidé d'attaquer sur ces sujets-là. Donc vous imaginez, le matin, tous les médias donnent ces bonnes nouvelles économiques, et puis après on dit non, on va vous montrer des images de Donald Trump où lui doit dire le contraire. D'ailleurs, ça n'a pas échappé à Fox News. Évidemment, c'est leur seule contributrice qui expliquait, la seule contributrice qui est démocrate, et qui nous expliquait que ce n'était pas le bon jour de faire ça, que ce n'était pas la meilleure journée de malheureusement pour lui, quand je vous dis que la campagne, en plus de ça, n'a pas de chance, c'est encore un exemple. This is Donald Trump in campaign mode, and that's what Democrats want to see. Mm-hmm. They want to see someone who is up there and is going to be bragging about crowd size and saying that he had a bigger crowd than Martin Luther King Jr. So it's not actually the best day, though, for him to be doing this, because the inflation report was a good one. So we're under 3% for the first time since March 2021. It's 15 months that we've seen wage growth go over the inflation rate, which is what everyone wants to see. There was a report out that our U.S. Crude oil production is now 13.4 million barrels a day. So we're outpacing 35% ahead of Russia, 38% ahead of Saudi Arabia. And what we're seeing in the surveys about this, like in Michigan, for instance, there was a FT and the Ross School of Business did a poll together of voters there, and they actually rated Kamala Harris as more trustworthy on the economy than Donald Trump. It was just 42 to 41, but she was trailing double digits, sometimes over 20 points behind him. So the American public is seeing a change here. They are seeing inflation cool. It's not done. 100% it's not done. But it is moving in the right direction, and that's why you're seeing such a surge for Kamala.
Donc c'est Jessica Tarloff qui est elle chronique sur Fox News. Elle est la démocrate de service, en tout cas elle est plus proche de la campagne Biden, la campagne Harris-Walz que celle de Donald Trump, mais en tout cas tout ce qu'elle dit est une réalité. C'est que le jour où Donald Trump donc a décidé de dire, vous voyez dessous, il y avait écrit le bandeau de Trump qui dit que en gros tout ce que touche Kamala Harris se détruit, alors que la réalité, on le sait tous, c'est tout ce que touche Trump meurt, et donc au même moment que des résultats positifs. Donc voilà, ça c'était pour la mise en bouche, pour comprendre la difficulté du moment que allait affronter Donald Trump, lui qui est obsédé par la taille des meetings, obligé de parler devant 2400 personnes, un jour où tout va bien en termes d'économie, que ce soit au niveau de la bourse, au niveau des indices. On fait une petite pause et puis on voit comment tout ça s'est déroulé. À tout de suite. Voilà pour cet épisode 22. Donc je vous ai mis en scène le moment où Trump apparaît. On l'attend enfin sur les questions économiques et donc il débute son meeting comme ça. Ça arrive. Now this is a little bit different day because this isn't around. This is we're talking about a thing called the economy. They wanted to do a speech on the economy. A lot of people are very devastated by what's happened with inflation and all of the other things. So we're doing this as a intellectual speech. You're all intellectuals today. Today we're doing it, and we're doing it right now, and it's very important. They say. Voilà, donc Trump qui explique, non voilà, mais attention, ça va être un discours aujourd'hui pour les intellectuels. Gardez ça en tête, c'est un discours pour les intellectuels. On va parler d'économie, et ils disent que c'est très important. Et puis pour ce qui va suivre, je vais vous montrer le transcript officiel de Donald Trump. Vous allez voir, je trouvais que ça changeait un petit peu. Et donc il dit voilà, ce n'est pas un meeting, this isn't a rally, c'est quelque chose de différent aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est important. Ils disent que c'est le sujet le plus important, et là tout de suite ils basculent, mais je ne suis pas certain que c'est le plus important. Et à partir de là, c'était ces 4 phrases sur l'économie, et il bascule sur le fait que Tim Walz autorise des tampons dans les toilettes de tous les établissements publics, et donc les toilettes, y compris les toilettes pour garçons. Et donc il a tenu environ 10 secondes en expliquant que ça devait être un discours que sur l'économie, pour retourner à ce que Donald Trump sait faire. Et Donald Trump sait faire qu'une seule chose, c'est d'attaquer et de se moquer des autres. Il y a eu un autre petit moment où, évidemment, avec les résultats du Dow Jones, il a été obligé de revenir là-dessus, de parler des actions, des stocks, et d'expliquer qu'en fait, il y a une explication super simple à ce qui se passe à la bourse. Many people say that the only reason the stock market is up is because people think I am going to win. Did you ever hear that? But there was one day, a couple of weeks ago, when they weren't thinking that, and you saw what happened. This will be a 1929 style crash. You know, I have one of...
Donc là, il explique que si les actions, je vous ai montré la courbe du Dow Jones, va aussi bien, c'est parce que la bourse anticipe sur sa victoire, comme tous les sondages le démontrent. C'est un mensonge qu'il va reproduire tout au long de ce meeting, d'expliquer que la bourse va bien et que l'autre jour, évidemment, rappelez-vous, il y a eu pendant une journée ou une demi-journée un mini crash boursier. Trump s'en était emparé tout de suite en expliquant que c'était la faute de Kamala, c'était le Kamala crash. Aujourd'hui, donc hier, nouvelle explication, ce n'était pas la faute de Kamala, ce qui c'était la faute, c'est que pendant une journée, il y a eu de mauvais sondages et on pensait que Trump allait perdre et c'est pour ça que la bourse s'est effondrée. Mais bon, c'était une de ces parenthèses économiques. Sinon, d'entrée, Trump, comme on l'a dit, sa campagne, plus il attaque Kamala Harris sur son quotient intellectuel, sur son rire, sur sa folie, sur sa stupidité, etc., etc., c'est des points négatifs, ce sont des points négatifs pour lui. Et donc, le but de ce meeting, je vous rassure, ce n'était pas les attaques personnelles, c'était de parler de ce que les Américains ont besoin d'entendre, son plan pour rendre la vie quotidienne plus facile. C'était le plan. Après, voilà le stratège. Nearly 4 years, Kamala has crackled as the American economy has burned. What happened to her laugh? I haven't heard that laugh in about a week. That's why they keep her off the stage. That's why she's disappeared. That's the laugh of a crazy person, I will tell you, if you haven't known it. It's a crazy. She's crazy. They told her, don't laugh, don't laugh. No, it's her. No, her laugh is career-threatening. They said don't laugh. She hasn't laughed. She doesn't laugh anymore. It's smart, but someday it's going to come out. That's the laugh of a person with some big problems. She says her plan is going to be... Donc on le voit, on s'en rend bien compte, il lit son prompteur et puis d'un coup il fait une pause de son prompteur et on lui a dit, il a la voix à l'intérieur, qu'on lui dit Donald, surtout, quoi qu'il arrive, sir, vous n'attaquez pas Kamala Harris, vous ne vous moquez pas d'elle, ok, tout est écrit. Et encore une fois, Donald Trump n'a pas la discipline nécessaire pour lire ce qui est uniquement écrit pour lui. Donc il part sur le sourire de Kamala et le rire de Kamala en expliquant que Kamala Harris ne rigole plus, qu'elle a arrêté de rire parce qu'elle sait que son rire c'est quelque chose qui pourrait mettre fin à une carrière. Si hier vous avez vu l'émission sur justement la stratégie de la joie, et d'ailleurs dans l'extrait qu'on vous a montré tout à l'heure, Kamala Harris, que ça soit lorsqu'elle a reçu Biden ce matin ou de cette interview, enregistré cette conversation avec Tim Walz, Kamala Harris rit, ça fait partie de son identité, c'est qui elle est, et elle n'a pas changé, même si ça embête énormément Donald Trump, qui est dans une campagne de contraste, quand une campagne a une vision positive, lui a une vision négative. D'ailleurs, il ne s'en est pas gêné en expliquant que les États-Unis, vraiment encore une fois ce contraste, d'un côté, lorsque on continue à vendre l'idée du rêve américain et d'expliquer que les États-Unis sont un pays formidable, du côté de Donald Trump, les États-Unis sont devenus un pays du tiers-monde. On écoute tout de suite Donald Trump. Personally, we have a lot of important subjects because our country has become a third world nation. We literally are a third world nation. We're a banana republic in so many ways, and we're not going to let that happen. Because... Donc voilà, un pays du tiers-monde, une république bananière. Il a évidemment réexpliqué que nous étions à la veille de la Troisième Guerre mondiale, etc., etc. Toujours cette même version noire et pessimiste de l'Amérique. Et donc, quand même, c'est Donald Trump, il sait qu'il est en train de jouer
son élection, il sait qu'il a besoin d'être élu et donc on lui a dit avant de monter sur scène, ok Donald, il y a un message, on lit le prompteur et on n'attaque pas Kamala Harris, on n'attaque pas son rire, oups, trop tard, et on n'attaque pas son quotient intellectuel. With me, you will always have a president who tells it like it is. You will always have somebody where I let you know where I stand, and you can vote for me or not, but you need that, and you need consistency, and you need brilliance. You need brilliance. She is not a brilliant person. She is not a smart person. She is not very smart. Voilà, elle n'est pas brillante. Je suis brillant, je suis intelligent. Elle n'est pas brillante, elle n'est pas très intelligente. Ah non, ah non, on se moque d'elle. Et puis, ce n'est pas fini. Il y a aussi une personne qui est extrêmement populaire. On l'a vu tout à l'heure, qui est Tim Walz, donc qui est aimé par tous les Américains, par une grande partie des Américains, au-delà des couleurs politiques. Et donc, quelle meilleure manière de parler de Tim Walz en le décrivant comme un clown. The way she wants it. I mean, the clown that she picked as a vice president, this guy's a clown. He was so bad. You know, when Minneapolis was burning down, he didn't want to call in the National Guard. I got him on the phone. You got to get the National Guard. Get it, get it, get it. I'm telling you, if I didn't force it upon him, you might not have the city. Remember seeing... Donc ce qui est amusant, c'est que non seulement il traite Tim Walz de clown, on lui a dit Donald, plus d'attaque personnelle, ok. Et donc hold my beer, et donc il le traite de clown, et en expliquant que lorsque il était gouverneur du Minnesota et lorsqu'il y avait les manifestations suite à la mort de George Floyd à Minneapolis, c'est grâce à Donald Trump qu'elles ont été arrêtées, que Donald Trump a insisté pour envoyer la garde nationale, que si Trump n'avait pas envoyé la garde nationale, la ville n'existerait plus. Aujourd'hui, Minneapolis aurait été rasé de la surface de la Terre. Évidemment, tout cela est faux. On le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a des enregistrements audio de cette conversation où c'est Tim Walz qui était à l'origine de tout ça et qui est des conversations audio entre Donald Trump et Tim Walz et Donald Trump qui le félicitaient à l'époque, au contraire, pour son travail. Donc après avoir traité Kamala Harris de stupide, après avoir traité Walz de clown, c'était le moment, rappelez-vous, hein, c'est une conférence de presse pour intellectuels, avec des intellectuels, par un génie stable, hein, quelqu'un d'une brillance intellectuelle supérieure. Il était temps de montrer les capacités de Donald Trump, et entre autres lorsqu'il nous a parlé de l'énergie éolienne. You think that's going to lift your prices a little bit? Think of that. They're going to take away 84%, and the real stuff. That's the stuff that powers the plants. It's not wind that goes around and around. And darling, let's watch the president's State of the Union speech tonight. I'm sorry, we won't be able to do it. The wind isn't blowing, darling. We have no electricity. Donc dans le monde intellectuel de Donald Trump, on peut utiliser de l'énergie éolienne que lorsque le vent souffle. Hein, pour la même chose, dans la même idée, on ne peut utiliser de l'énergie solaire que lorsqu'il n'y a pas de nuages. Il n'a pas encore compris comment tout cela marche. En tout cas, voilà, pour le côté nous sommes face à des intellectuels. Il y a eu aussi évidemment les parties où Donald Trump se vante, entre autres lorsqu'il parle de sondage, un classique. We have some very good polls coming out today, I just heard. Despite all of the fake publicity about this radical left person from San Francisco. How's San Francisco doing? Not like North Carolina. No, we have some very good polls coming out, so that's good. You know, considering the fact that what they do, what the fake news is able to do, and yet we're leading, and let them have their convention, and who knows how that's going to turn out. Joe Biden is a very angry man, you know that, right? Because
Voilà, donc à part reparler sur Joe Biden, il explique que dans les sondages, il est en avance, que les prochains sondages, ceux qui allaient sortir dans la journée, le montrer qu'il sera en avance. La même journée, le Cook Report, qui justement a des sondages extrêmement précis, État par État, montrait que désormais Kamala Harris, y compris en Caroline du Nord, Kamala Harris était devant lui en termes de sondage et avait suffisamment d'avance dans 5 des États clés pour être élu en novembre dernier. Mais bon, ça n'arrête pas Donald Trump qui adore parler de lui-même et donc de ses épreuves, de ses guerres à lui. Et donc c'est comme ça que l'on a découvert la manière dont il a vécu la veille ces 2 heures de conversation avec Elon Musk. Chat for 2.5 hours. 2.5 hours being grilled by Elon. And we had a good time, actually. We're talking about something we love, our country. Much easier when you... Donc voilà, Donald Trump, allez réécouter cette fameuse conversation, allez réécouter notre analyse hier, explique qu'il a été grilled, donc mis sur le grill par Elon Musk, comme si Elon Musk l'avait poussé dans ses derniers retranchements en lui posant des questions difficiles et en le fact-checkant, ce qui n'a pas été le cas. Et vous allez voir en fin de séquence, c'est un très bon exemple des fameuses projections de Donald Trump où il accuse les autres, où il dit le contraire de ce qu'il fait. Il annonce que s'il est élu, l'électricité, le prix de l'électricité et de l'essence baissera instantanément ou presque d'au moins la moitié, d'au moins 50%. On écoute ça. Pipeline, they issued orders to close dozens and dozens of existing power plants, and Kamala has vowed that if elected, she will absolutely ban fracking. She said, I'll ban fracking just recently. I'll ban fracking. There will be no fracking. That means that she can't win the state of Pennsylvania because Pennsylvania is all about fracking. That's their biggest industry. And you know what, Pennsylvania, I hope you're watching because that's what she says and that's what she'll do and that's what she'll go back to. She wants to ban fracking and she's wanted it for her entire career. And we're not going to let her destroy our country like that. We're not going to let her. If Harris gets in, energy prices will skyrocket far more than even in Europe. You know, Europe's a basic disaster because they've tended to go a little bit woke, but that's now changing. Have you been watching? That's changing. Inflation will surge into double digits in our own country, and your quality of life will absolutely collapse. Your quality of life is going to collapse under these lunatics. By contrast, she said it already has. Who said that, ma'am? Wow. You look healthy, though. You look very nice. You look very nice. By contrast, I'm announcing today that under my leadership, the United States will commit to the ambitious goal of slashing energy and electricity prices by half, at least half. We intend to slash prices by half within 12 months, at a maximum 18 months. And if it doesn't work out, you'll say, oh, well, I voted for him. I still got him down a lot. But we're looking to do it. We're looking to cut him in half, and we think we'll be able to do better. And every single thing that I promised, I produced. Every single thing. Voilà, quand un homme politique vous dit, voilà, tout ce que je promets, je le fais, vous pouvez commencer à vous inquiéter. Donc il annonce qu'il baissera le prix de l'essence et de l'électricité par moitié. Bien sûr, il n'a pas expliqué comment. C'est d'autant plus une question intéressante que le prix de l'électricité n'est pas fixé par le gouvernement, que le gouvernement américain ne produit pas d'électricité, ce sont des compagnies privées. Donc Donald Trump n'a pas expliqué qu'au moins comment il réussirait au minimum réduire le prix de l'électricité par moitié. De toute façon, comme il dit, de toute façon, si je réussirais pas, au moins je serai élu. Au passage, il attaque l'Europe en expliquant que si le prix de l'énergie, donc prenez des notes si vous ne saviez pas pourquoi votre facture de fuel ou d'électricité est élevée en Europe, Donald Trump a une explication pour vous, c'est parce que l'Europe est woke. C'est parce que l'Europe est devenue woke que le prix de l'électricité, de l'essence, du fuel, etc., est aussi élevé.
Alors on va quitter une seconde la Caroline du Nord pour se rendre sur le plateau de CNN. J'aurais pu vous montrer plusieurs extraits et entre autres les remarques sur les fameuses promesses de Donald Trump qui n'a jamais expliqué. Il a expliqué que par exemple il avait un plan magnifique, a beautiful plan pour la santé publique, sans nous expliquer ce que c'était, mais c'était beautiful. Et donc de voir la réaction sur le plateau de CNN qui vient d'assister médusé à cette conférence de presse. What did you make of the speech? I don't know what I watched, to be honest. It was just sort of a meandering, incoherent ball of lies and numbers pulled out of thin air. That's when he remembered to talk about the economy, and he had to remind himself several times throughout the speech that he was supposed to be talking about the economy. They put it in the teleprompter. Right. Talk Before about the economy. Then he decided to go off on a tangent about like tampons or crime in San Francisco. I'm not making these things up. You can look at the transcripts or Donc voilà, c'est la journaliste spécialisée sur les questions économiques. On lui a fait regarder ce moment où Trump devait parler d'économie. Elle raconte ce que je vous ai dit, c'est que dès le début, elle a dit que non, finalement, l'économie, c'était pas si important. Et puis, à chaque fois qu'il quittait le téléprompteur, c'était pour parler de tampons, de San Francisco, de sondages, etc., qu'il n'a rien expliqué. Il y a un autre moment, par exemple, où il a expliqué que sous l'administration Biden-Harris, la dette publique avait dépassé les 10 trillions de dollars. Donc je me suis dit, ok, je vais vous sortir les vrais chiffres. La dette publique sous l'administration de Joe Biden est passée à 4,3, donc on n'est pas à 10. La moitié de cette dette-là est liée à Covid. Sous Trump, par contre, on se rapproche des 10 trillions avec une dette de 8,4. La moitié était liée à Covid, mais bon, même si on enlève Covid des deux côtés, on se rend compte que les politiques économiques de Donald Trump ont creusé encore plus la dette que du côté américain. Et donc, évidemment, dans cette campagne de contraste, on a expliqué à Donald Trump que d'un côté, il y avait donc les rires, il y avait les joies, et donc il s'est dit, ok, c'est un concept qu'il faut que je reprenne. Donc vous avez quelqu'un qui vous raconte que l'Amérique est devenue un pays du tiers-monde, que l'Amérique est au bord du précipice, que le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale, mais on essaye, chez Donald Trump, c'est nouveau, c'est la première fois que je l'entends introduire ce concept, et vous allez être amusé si hier vous avez suivi notre émission sur la stratégie de la joie de la campagne de Kamala Harris et de Tim Walz. Donald Trump parle désormais de joie sur scène. C'est à la fin de son discours, sous les applaudissements de la foule de 2431 personnes, il annonce que s'il est élu, les Américains vivront, les familles américaines vivront désormais dans la joie. Everyone will prosper, every family will thrive, and every day will be filled with opportunity, hope, and joy. Enjoy et joie. Juste avant ça, il en avait quand même rajouté une double couche sur Kamala Harris, d'expliquer qu'elle était terminée. Donc on va écouter Donald Trump dans sa vision positive de l'Amérique et de Kamala Harris. Nobody thought she had a chance. Nobody, and I don't think she can possibly win. If she does, our country is finished. You want to know the truth? Le pays est terminé. Et puis, évidemment, c'est Donald Trump. Il s'est fait connaître du public américain grâce à son émission The Apprentice, le fameux You're Fired, tu es viré. Et il s'est dit que justement dans ce discours où on lui a demandé de ne pas s'attaquer à Kamala Harris, de ne pas s'attaquer aux personnes, à l'aspect physique, mais de donner simplement sa vision de ce que serait son administration, que c'était le bon moment de réanimer ce qui avait fait son succès en 2016, c'est-à-dire de promettre de virer des hommes et des femmes politiques, ici Kamala Harris. Kamala, you're fired. Get out of here. Go. Get out of here.
Get her out. Boom. Boum. Allez, full camp Kamala, t'es viré. Allez, full camp. Donc voilà la version positive du plan économique de Donald Trump. Et puis quand je vous disais que cette campagne n'a pas de chance, le discours de Donald Trump a débuté alors que les indices économiques étaient au vert, et le discours a terminé alors que sur les réseaux sociaux était en train d'exploser, de devenir virale une nouvelle publicité contre Donald Trump. Donc on va la regarder tout de suite en cette période de rentrée des classes aux États-Unis. La rentrée des classes, c'est en ce moment. I love you. Have a great day at school. Dictator on day one. There will have to be some form of punishment for women. Roe vs. Wade was terminated. Fire, fury, bloodbath. Now get in. You know what, honey? I'm gonna drive you today. Besides, can convicted felons even drive school buses? If you wouldn't trust him with your kid, why would you trust him with your country? Voilà, si vous ne ferez pas confiance, ne lui ferez pas confiance avec votre enfant, pourquoi lui faire confiance avec le pays? Donc voilà, vraiment, c'était en parallèle. Trump était en train de parler de tout et de n'importe quoi, et en même temps, c'était une des vidéos les plus vues et les plus échangées sur les réseaux sociaux. Voilà, on fait une pause et on parle tout de suite, c'est promis, de Taylor Swift. À tout de suite.